Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 24 novembre 2022. Cette question aujourd'hui, est-ce que la vertu légitime la médiocrité intellectuelle? Il y a une question qui nous hante, nous taraude tous, amoureux de littérature, de poésie, de philosophie. C'est le hiatus qui peut exister entre une œuvre splendide, magnifique, significative, et le comportement rébarbatif, ignoble parfois, des auteurs de ces mêmes œuvres. On se demande comment tel écrivain a pu écrire telle œuvre extraordinaire et par ailleurs avoir un comportement à la fois indécent, monstrueux, voire criminel. Comment le même individu peut écrire une des œuvres les plus importantes du 20e siècle ou du 21e et en même temps être un sale type? Alors évidemment, ceux qui, je m'inclus là-dedans, ceux qui ne sont pas dotés d'un immense talent, ceux qui ne sont pas des génies, disons-le, eh bien on a tout intérêt à être des hommes plutôt vertueux. Parce que nous ne serons pas sauvés par une œuvre. Nous ne serons pas rédimés par une œuvre majestueuse. Alors, mais comment réagissons-nous face à ces gens qui se jugent si vertueux que ça les autorise à canceller à la fois des œuvres et à la fois l'auteur des œuvres? Alors, comment fait-on pour se juger si vertueux que cela nous autorise à se glisser dans la peau d'un inquisiteur? Alors évidemment, on aurait tendance, en tout cas j'aurais tendance à penser que la médiocrité pontifiante, la médiocrité issue de la moraline la plus visqueuse, trouve sa consolation dans le bannissement. Que la médiocrité satisfaite d'elle-même est rassurée par les zones d'ombre de ces artistes gigantesques. Va sans dire, je ne crois pas qu'une personne normalement névrosée, disons moi, aurait intérêt à fréquenter les grands de ce monde. Je ne crois pas qu'il puisse être profitable même d'être en relation avec les plus grands, sur le plan personnel, les grands artistes. Je ne crois pas. Je pense que il peut, lorsqu'on est mis en orbite, lorsqu'on est mis en présence de ces grands soleils, il est possible qu'on soit, je regarde un peu parce que j'enregistre ma vidéo, et je crains fort que quelqu'un entre à la librairie au milieu de ma tirade. Alors je crains fort qu'une personne, somme toute moyenne, ordinaire, se retrouve aspirée dans l'axe rotatif de ces grands astres que sont les grands artistes. Je crains que la personne ordinaire, assez rapidement, sera satellisée. Il y a peu de temps au Québec, comme partout en Occident, les têtes roulent. Les têtes roulent, il y a des artistes qui sont l'objet de dénonciations publiques. Il y en a un il n'y a pas si longtemps. Bon, lui, ce n'est pas un grand artiste. Alors, ça ne l'autorise pas non plus à commettre des exactions. Mais il y a un tel salissage, un tel... comment je peux dire ça, donc? Il s'est retrouvé dans une histoire de mœurs dont on ne nous épargne pas les détails, et c'est franchement sordide, c'est glauque, et c'est en même temps grotesque. Parce que c'est évident que ce type
jouissant de sa notoriété, en a profité pour batifoler à gauche et à droite. Et c'est évident aussi que les personnes avec qui il est entré en relation intime, c'est évident qu'elles attendaient peut-être autre chose qu'une relation sexuelle à la sauvette. Alors je pense que ça ne l'aurait pas autorisé non plus le personnage comique. Je ne crois pas que ça l'aurait autorisé non plus à commettre des actes indécents. Alors là, peut-être aussi, il faudrait voir... en fait, je m'égare de mon propos. En fait, je n'avais pas envie de vous parler de lui. Et on en parle, en tout cas, sur les réseaux. On en parle au Québec beaucoup. Mais de toute façon, comme dit un de mes amis, le drame, la tragédie est niée par le drame. Et moi, j'entends par là, la tragédie est niée par le drame domestique. Alors, tous les petits micro-scandales, c'est bien commode, ça nous évite de voir ce qui se joue à l'arrière-plan, sur le plan planétaire, et qui est autrement plus inquiétant. Alors, on se demande, est-ce que un artiste très important, qui a réalisé une œuvre très importante, peut se révéler un sale individu? Oui. Est-ce que on doit séparer l'homme de l'œuvre, comme on l'entend? Eh bien, si on juge une œuvre à l'aune du comportement personnel de son auteur, on peut dire ici que c'est la mort de l'histoire littéraire. C'est la mort de tous les rapprochements qu'on peut établir entre les diverses œuvres. En fait, c'est une énorme paresse intellectuelle. En fait, pour moi, ça relève d'une énorme paresse intellectuelle que de juger une œuvre à partir du comportement de son auteur, du comportement privé de son auteur. C'est une façon, en fait, de ne pas entrer en relation avec cette œuvre. Ça, c'est une chose. J'ai l'intuition que c'est possible que certains artistes donnent tout ce qu'ils ont dans leur travail, et après, il ne reste plus rien qu'une coquille vide, un ectoplasme, un zombie qui n'a plus de limites, qui n'a plus d'amour-propre peut-être, qui n'a plus de surmoi, qui n'a plus non plus de quant à soi, qui n'hésitera pas à se juger d'une essence supérieure, parce que tant il est envahi par son projet, tant son projet le propulse, l'anime, le transcende même sur le plan humain. Peut-être se jugera-t-il descendant du ciel, tel un représentant des anges ou d'un ordre céleste supérieur, le libérant ainsi des contingences bassement humaines. Peut-être. Mais ce qui ne cesse de m'interroger, c'est comment des gens peuvent se servir d'un mauvais comportement avéré, établi, documenté, pour refuser d'écouter la musique ou de voir un film ou de lire un livre parce que ça va heurter leurs valeurs. Et à partir de leur propre vertu à eux. Alors je me demande même comment font-ils pour avoir une si haute opinion d'eux-mêmes, car la majorité d'entre eux n'ont ni œuvre, ni création, ni quoi que ce soit à proposer, justifiant ainsi leur supériorité morale, vertueuse. Je pense à la phrase de Sioran. Sioran disait, je cite de mémoire, comme d'habitude, donc je fais une création peut-être, « Je rêve d'un saint blasé à qui tout confier. » L'image du saint blasé. Vous imaginez? Le saint blasé qui aura tout entendu, qui aura tout vu, qui ne s'étonnera de rien. Ce qui faisait dire à Rémy de Gourmont, un honnête homme ne s'étonne de rien. Qu'il aura sondé en long et en large les abysses et
les clairs-obscurs et les aspects lumineux de la psyché humaine. Que plus rien ne l'étonnera. Et qu'il sera rempli par le fait même, par ce non-étonnement-là, d'une incroyable mansuétude, d'une infinie compassion aux créatures fragiles, vulnérables, minimalement névrosées que nous sommes. Mais nous qui sommes minimalement névrosés, pour la majorité d'entre nous, nous n'avons pas créé d'œuvres qui nous transcendent et qui parfois nous détruisent. Et ces œuvres-là sont, même commises par des sales types, sont un bienfait pour l'humanité. Alors, la question c'est, comment faisons-nous, en fait, la question que je nous pose, comment parvenons-nous à avoir une si bonne opinion de nous-mêmes, que l'on soit capable de ne pas réfléchir, de ne pas affronter, de ne pas contempler, de ne pas entrer en relation avec des œuvres qui nous dépassent, parce que on aura jaugé, jugé que les actes commis par l'auteur de cette œuvre magistrale sont indignes de recevoir notre aval. Alors c'est cette espèce de tour de passe-passe qui m'interroge en fait. Et est-ce que c'est la revanche de la médiocrité intellectuelle qui se parent de toutes les vertus peut s'autoriser à juger de haut des choses qui la dépassent, qui les dépassent infiniment? Alors, mais si on commence ça, comme je vous le disais, de jauger, d'évaluer les œuvres, qu'on ne met plus les œuvres en présence de l'une et de l'autre, qu'on ne soit plus capable d'établir les généalogies, les généalogies, les phases sur lesquelles s'appuient les œuvres pour avancer. On le sait, les artistes importants s'appuient en partie, pour beaucoup d'entre eux, sur la tradition, sur ce qui a été fait avant eux. Personne n'apparaît sui generis. Il y a toujours des devanciers. Ils s'appuient sur un mur, ils s'appuient sur un socle commun d'œuvres et ils avancent un tout petit peu. Et l'avancée est rarement spectaculaire, mais elle est de telle sorte qu'il y a à la fois liaison, assise, j'avais ce mot de reliance, mais qui avait le lien entre les travaux du passé, son implication dans un présent et la possibilité d'apporter quelque chose aux générations qui vont venir après, générations qui elles-mêmes, pour les créatifs, s'appuiera également sur cette tradition auquel l'artiste aura apporté sa contribution. Alors, si on n'est plus capable de retracer les généalogies, les genèses, de faire les parallèles entre les diverses œuvres et voir aussi ce qu'il y a de contemporain dans les œuvres faites il y a 2000 ans et comment elles nous parlent, comment elles s'adressent à nous, contemporains immédiats, si on n'est plus capable de faire cela, parce qu'on se sera assis dans un trône impérial de vertu, alors je pense que nous ne serons pas des rois. Nous ne serons pas des princes de l'esprit. Nous serons des nains. Et peut-être que oui, on peut assimiler l'information que l'artiste qui a créé des splendeurs a commis aussi des actes ignobles, mais nous n'allons pas, ça ne nous servira pas d'alibi pour ne pas entrer en relation avec ces œuvres. Et comme nous ne sommes pas des génies, n'est-ce pas? Je ne crois pas que nous sommes en mesure même de se glisser dans les raisons de ces artistes immenses qui ont
qui ont commis des gestes épouvantables, répréhensibles et par la morale et par la loi. Et cette autre question, si il y avait un pacte faustien, si le diable lui-même apparaissait chez vous et il vous disait « Je vais vous donner le génie de Marcel Proust, mais vous allez finir comme le divin marquis. Le signeriez-vous, cet acte-là? Je vais vous donner la capacité, les possibilités intellectuelles et de travail, parce que ça demande autant de travail écrire un mauvais livre qu'un bon. Je vais vous donner l'inspiration hors du commun, une inspiration qui va aller au-delà de vos capacités réelles. Mais en contrepartie, c'est possible que vous allez être un sale type. C'est possible que vous soyez, pour payer le 100 de ce talent, il est possible que je vous oblige d'une certaine manière à commettre des actes affreux. Le signeriez-vous, ce pacte? Eh bien, j'ai l'impression que la majorité des gens vertueux, des gens, en tout cas, qui s'affichent vertueux, si on leur posait la question, seraient bien en peine de répondre. Et peut-être un certain nombre d'entre eux, après de frileuses hésitations, signeraient-ils ce pacte? Parce que c'est quand même incroyable le nombre de génies que l'humanité a donné. Et qui, en fait, moi je prétends, c'est une de mes obsessions, on n'attend rien de l'espèce, mais on espère tout d'elle. Alors d'un côté, nous sommes désabusés, nous sommes horrifiés, nous sommes vaincus, et de l'autre, nous attendons un miracle. Et nous attendons ce miracle par la création humaine. Alors on ne sait pas si Dieu n'existe plus ou n'existe pas, mais nous savons que s'il y a quelque chose de prodigieux qui se produit sur cette pauvre planète, ça va venir de l'un d'entre nous. Et nous attendons tout de cet autre d'entre nous-là. Si nous apprenions que tel ou tel grand scientifique a découvert tel remède aujourd'hui, de toute façon, ce n'est plus des scientifiques, ce sont des groupes de scientifiques. Si nous apprenions qu'un groupe de scientifiques avait enfin trouvé le remède miracle et sans douleur au cancer, mais que ce groupe ce serait avéré qu'au fond c'était une bande de cannibales, est-ce que nous refuserions le traitement parce que ceux qui l'ont conçu, eh bien, c'est des mangeurs d'hommes? Je ne suis pas sûr. Alors, il y a plein de situations comme ça qui sont infiniment paradoxales et nous ne supportons plus l'ambiguïté morale. Nous ne supportons plus les zones d'ombre. Et cette incapacité à supporter le poids de l'ombre fait de telle sorte qu'il est possible que nous ne soyons plus capables de supporter son versant, c'est-à-dire la lumière. Il est possible, parce qu'il faudrait pouvoir avoir les épaules assez larges pour à la fois supporter l'ombre et la lumière. Et il est possible que chez les artistes immenses, le poids de l'ombre et le poids de la lumière soient exagérés, soient poussés aux extrêmes, soient au-delà de toute compréhension pour l'individu intellectuellement moyen, comme moi par exemple. Je pense à Mozart, je n'en reviens tout simplement pas. Je pense à Dostoïevski, je pense à Rimbaud, je pense à Proust, je pense à Wagner même, hein, l'autre qui disait « Je déteste Wagner à genoux ». Ça veut dire que c'est un monstre, mais c'est un monstre que je vénère à cause de son génie. C'est ça aussi qui est troublant. Et cette époque vertueuse, mur à mur, n'est pas propice à l'épanouissement de ces grands arbres
qui eux captent la lumière et dont les racines plongent peut-être dans le mal même. Voilà. Voilà Philippe qui fait son entrée et qui met fin à ma vidéo. Voilà, de toute façon, j'en avais assez dit. J'espérais pouvoir terminer cette vidéo avant que Philippe n'entre dans la librairie. Non, je savais pas que Philippe rentrerait dans la librairie. Mais je savais qu'il viendrait aujourd'hui parce que il a réservé des livres qui appellent à la révolution. À demain.